BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. On va parler du gaming dans le Web 3. Est-ce que les jeux Web 3 vont révolutionner les jeux Web 2? Est-ce que globalement le Web 3 va révolutionner l'industrie du gaming? On en parle dans quelques instants avec Frédéric Chenet, fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industries, société notamment cotée à Euronext. Bonjour Frédéric. Bonjour. Heureux de vous avoir en plateau. Et on va parler tout de suite aussi de la blockchain Solana. Solana qui a été à l'arrêt hier pendant plusieurs jours. Ça fait 300 jours que ce n'était pas arrivé. On en parle dans quelques instants avec Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Ravi de vous avoir également. Et puis on parlera des airdrops. Voilà, c'est peut-être une des narratives de cette année. Il y en a beaucoup qui sont en train de se dérouler à l'instant où on se parle et qui auront lieu dans les semaines et mois qui viennent. A priori, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, Solana, cette blockchain qui a fait beaucoup parler dernièrement parce que son cours avait beaucoup chuté, vu qu'elle était exposée, qu'elle avait beaucoup de liens avec l'entreprise FTX. Et puis finalement, elle a fait presque x10 en termes de cours dans les semaines et mois qui ont suivi. Ils ont complètement surperformé le marché. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais on reste sur des niveaux assez élevés. Et puis là, la blockchain est en panne. Est-ce que vous pouvez, Lilian, nous expliquer un peu ce qui se passe ? Alors, c'est vrai que c'est une introduction qui est très intéressante, Amaury. J'avais pas prévu d'en parler, mais Solana a eu quand même une histoire assez intéressante à suivre depuis 2022. C'était l'un des projets les plus exposés à l'affaire FTX. Donc une année très compliquée pour eux. 2023, ça a été la renaissance. Ils se sont un peu séparés de ces VC, etc., qui avaient un impact négatif sur la blockchain. Et puis, voilà, ils ont connu une performance exceptionnelle avec un regain d'intérêt, avec des protocoles qui ont vraiment performé sur le marché, avec beaucoup de valeur capitalisée sur ces différents protocoles. Donc c'était une très belle année pour Solana. Et puis là, donc hier, justement, un petit problème technique sur la blockchain Solana qui fait qu'elle a été obligée de s'arrêter pendant 4 heures consécutives. Voilà, Solana qui retombe dans ses travers, une blockchain qui est complètement bloquée. Plus aucun bloc n'est ajouté à la suite des autres, plus aucune transaction n'est confirmée, n'est validée. Ça signifie que concrètement, en fait, toutes les applications qui reposaient sur Solana ne fonctionnaient plus. Voilà, vous ne pouvez plus aller retirer les fonds que vous aviez sur différentes applications ou les déplacer ou les échanger. C'était bloqué pendant 4 heures, donc c'est évidemment énorme. On parle d'une blockchain quand même qui regroupe 1,5 milliard de dollars de valeur totale verrouillée. Quel est le rôle de Solana ? Pourquoi c'est si important ? Alors voilà, c'est un projet qui avait beaucoup performé dans le cycle précédent. Là, bon, il y a eu les histoires, un peu tout ce qui s'est passé avec FTX. Là, ça a surperformé le marché dernièrement. Là, il y a des pannes. C'est pas la première fois qu'il y a des pannes, mais ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Exactement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces pannes et pourquoi c'est quand même important? Quel rôle a Solana dans l'écosystème? Alors, pour répondre à la deuxième question, Solana, c'est une blockchain de layer 1. C'est une blockchain qui veut atteindre un haut niveau de scalabilité, c'est-à-dire la capacité à accueillir un très grand nombre d'utilisateurs sans connaître de problèmes techniques, avec des frais de transaction qui sont très faibles et une vitesse d'exécution qui est très élevée. Et donc tout ça sur sa propre blockchain. En comparaison d'Ethereum, par exemple, pour ceux qui suivent un petit peu cet écosystème, où Ethereum, désormais, c'est une layer 1 avec plein de blockchains différentes autour, qu'on appelle des solutions de seconde couche, des layer 2, pour lui permettre justement d'atteindre ces mêmes objectifs. Donc Solana, voilà, c'est une layer 1 qui a connu beaucoup de succès parce que ça a été vraiment la blockchain qui a concurrencé Ethereum pendant un certain temps. Lorsque les frais d'Ethereum étaient trop importants, tous les petits utilisateurs se sont dit, nous aussi, on veut profiter dans ce des cas-là, NFT. on se rabat sur Solana. Voilà, on s'est rabattu sur Solana. Donc il y a eu vraiment beaucoup de porteurs de projets qui ont développé des projets très intéressants sur Solana. Il y avait un vrai engouement. Mais voilà, Solana avait plusieurs soucis. Il y avait celui de la dépendance vis-à-vis de FTX et de Sam Bankman-Fried. Bon, ce souci-là a été essuyé. Et puis, il y avait ce running gag un petit peu du fait que Solana puisse à tout moment tomber en panne. C'est arrivé beaucoup, je crois, une petite dizaine de fois depuis le lancement du réseau, notamment en 2022. Où il y a eu un enchaînement à une échelle de temps très réduite de plusieurs grosses pannes importantes. Voilà, c'est devenu une source de moquerie, mais là, ça faisait quasiment un an, 300 jours environ, que Solana n'avait pas connu de panne. On s'était dit, ça y est, les problèmes sont derrière eux, d'autant plus que récemment, il y a eu un très fort engouement autour de Solana avec des airdrops massifs. On reviendra tout à l'heure sur ce que sont les airdrops. Mais voilà, il y avait eu des airdrops massifs avec beaucoup de volume sur la blockchain en termes d'échange. Et elle avait tenu, il n'y avait aucun souci. Et là, bon, voilà, il y a eu un problème technique. Donc, je rentre pas dans le détail parce que ça n'intéresse pas, je pense, ceux qui nous écoutent
écoutent, mais c'est intéressant, mais je ne sais pas si on a le temps de tout développer techniquement. Techniquement, voilà, je pense que ce serait beaucoup trop complexe, mais il faut retenir simplement qu'il y a eu voilà, des participants, on va dire, au fonctionnement du réseau qui ont connu un problème technique. Il a fallu que les développeurs donc aillent eux-mêmes réparer ce problème. Et finalement, on a connu une espèce de soft fork sur la blockchain, c'est-à-dire que la branche morte, on l'enlève et on repart sur une nouvelle branche avec la mise à jour. Là, la blockchain a été relancée 4 heures plus tard. Ça refonctionne, il n'y a pas de problème majeur. Le cours du sol, donc la crypto-monnaie de Solana n'a pas non plus énormément chuté à cause de ça, notamment parce que, comme je le disais, voilà, on commence à être un petit peu habitué. Mais il ne faut pas négliger ça dans le sens où, quand même, quand on parle de vouloir construire une blockchain qui devrait accueillir des applications demain, peut-être d'industriels ou d'entreprises, ou même tout simplement des applications financières, avoir une blockchain qui se bloque pendant 4 heures, ça peut impacter d'un point de vue économique, c'est quand même un vrai problème. Restez bien avec nous, dans quelques instants, on va parler du gaming dans le Web3 avec Frédéric Chenet. On va voir que ça peut être une des grandes narratives de 2024, en tout cas dans les mois et années qui viennent. Et on va voir en quoi ça pourrait révolutionner l'industrie traditionnelle du gaming. Mais d'abord, une autre narrative qui pourrait aussi porter potentiellement le prochain cycle, c'est celle des airdrops. Lilian, pour rappeler ce qu'un airdrop, c'est quoi? C'est une sorte de récompense que donnent certains projets à sa communauté en échange d'avoir été actif sur le projet avant qu'il sorte totalement, c'est ça? C'est exactement ça, je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un mécanisme de marketing, je pense qu'on peut dire ça comme ça, de la part des projets crypto, qui, lorsqu'ils décident de lancer leur propre token, réserve une petite partie de l'allocation de ces tokens pour récompenser les utilisateurs qu'on appelle early, donc ceux qui étaient là très tôt dans l'histoire du projet, qui ont contribué par exemple à l'utilisation du protocole, etc., qui ont été actifs finalement avec ce projet-là. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, c'est qu'avant qu'un token soit listé, un peu comme une introduction en bourse pour une action, certaines personnes qui ont fait certaines actions dans le projet, effectivement, comme vous le disiez, Lilian, vont recevoir au moment de la sortie du token en récompense des tokens gratuitement. Et c'est quoi l'intérêt des projets derrière de faire ça? C'est un intérêt marketing, c'est un intérêt de vouloir inciter des utilisateurs à contribuer au fonctionnement du protocole. Quand on parle d'une blockchain, c'est l'exemple le plus simple. Une blockchain doit passer par certaines étapes avant d'arriver à se lancer dans ce qu'on appelle le mainnet, donc le réseau principal. Elle passe par des réseaux de tests. Et quand vous avez besoin de tester ce réseau, vous avez besoin d'utilisateurs qui vraiment vont faire des transactions. Donc d'un côté, vous avez des utilisateurs qui font ces transactions en se disant je vais peut-être avoir un airdrop en récompense, donc c'est sympathique. Et pour le projet, c'est intéressant d'avoir des utilisateurs à taille réelle. Donc c'est un peu le mécanisme de l'airdrop, tout le monde est gagnant. Et aussi, au moment du lancement du token, vous avez déjà des investisseurs qui sont positionnés dessus. Et si vous arrivez à bien gérer cet airdrop, ça peut être intéressant. Et justement, celui dont je voulais vous parler aujourd'hui pour cette actualité, c'est un projet qui a relativement bien géré cet airdrop, notamment parce que ça s'inscrit dans une vraie tendance. Au-delà de la tendance des airdrops, il y en a une encore plus forte que j'aime appeler la tendance du staking for airdrop. Donc c'est une petite particularité. Je vais introduire, on parle d'un projet qui s'appelle Dymension. Son token DIM qui a été donc distribué par le biais d'un airdrop hier, quasiment 600 millions de dollars qui ont été créés. C'est beaucoup ça comparé à la moyenne d'airdrop. C'est un projet qui est propulsé dès son lancement dans le top 100 des cryptos les plus capitalisés. Alors évidemment, cet argent il sort pas de nulle part, hein. C'est-à-dire que le projet a été listé à un prix. Il y a eu je ne sais plus combien de tokens qui ont été distribués aux utilisateurs à ce prix-là. Et donc voilà, ça le capitalise autant. Évidemment, voilà, c'est pas de l'argent magique qui sort de nulle part. Mais en tout cas, donc cet airdrop a eu lieu. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pardon. Je commence à perdre ma voix. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si on regarde qui sont les utilisateurs qui ont été éligibles à cet airdrop, ce sont tous ceux qui pratiquaient le staking sur une blockchain qui s'appelle Celestia. Donc, ils avaient placé leur token TIA en staking. Voilà, donc le staking, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, c'est une manière de sécuriser, de participer à la sécurisation de la blockchain. C'est-à-dire que vous avez des tokens d'une blockchain, d'un projet, vous les confiez à la blockchain pour la sécuriser avec le proof of stake, et en échange, pour vous inciter à le faire, vous avez des rewards, des récompenses en token. Et là, Lilian, il suffisait, entre guillemets, pour ce projet-là et pour d'autres, de staker ces tokens sur certaines blockchains. Et dans ce cas-là, exactement, il y avoir un airdrop. Et là, donc là, la fameuse activité, les tâches dont on parlait tout à l'heure pour obtenir cette récompense, c'était donc staker des tokens TIA sur la blockchain Celestia. Et donc tous ceux qui l'avaient fait ont obtenu gratuitement cet airdrop de Dymension, mais ils en ont obtenu d'autres
4 ou 5 je crois, Namada, Saga, je ne vais pas lister tous les projets mais il y en a d'autres. Et c'est assez intéressant de s'intéresser à ça parce que le token de Celestia a été lancé en novembre 2023 aux alentours des $2. Il est monté jusqu'à $20 environ et aujourd'hui je crois qu'il s'échange pour $16. Je n'ai pas regardé ce matin mais ça doit être dans ces eaux-là. Donc une hausse quand même assez exceptionnelle en l'espace de quelques mois. Vu les conditions de marché aussi, sachant que... Également, mais c'est l'une des plus belles performances depuis novembre donc 2023. Et comment ça s'explique ? Eh bien parce que je pense qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour du fait que tous ceux qui stakaient leur token TIA allaient recevoir un airdrop. Et tout au long de ces 2 mois, il y a eu des utilisateurs au fur et à mesure qui se sont dit ça me dérange pas d'aller acheter du TIA alors que le token vient de faire x5 en un mois, ce qui est globalement quand même très souvent quand on est investisseur une mauvaise idée. Mais ça les dérangeait pas parce qu'ils se disaient je vais placer ces tokens en staking et je vais obtenir peut-être des airdrops qui représenteront plus que ce que j'ai placé. Donc je risque pas grand-chose. Et c'est ça en fait le staking for airdrop. Ça a fonctionné pour Celestia. Ça devrait continuer de fonctionner. Pour l'instant, on pourrait discuter éventuellement de quand est-ce que cette tendance risque de s'atténuer. En tout cas, comment essayer de le prévoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça a très bien fonctionné pour Celestia et ça pourrait fonctionner pour d'autres projets. Donc on pourrait croire qu'en 2024, beaucoup de projets vont peut-être... s'inspirer de ce qui se passe là pour développer ça. Notamment Dimension, puisque c'est un petit peu comme Celestia, c'est un projet de blockchain modulaire, donc on va pas rentrer dans les détails, mais ça fait partie des nouveaux projets très intéressants qu'on suit. Et Dimension est un projet une infrastructure qui va supporter d'autres projets. Et donc ce qu'on s'attend, c'est que les utilisateurs qui vont staker leur token DIM pourraient potentiellement recevoir un airdrop de ces projets qui, eux, utiliseront l'infrastructure de Dimension. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a des projets comme Injective ou Peace Network, qui est un oracle, où voilà, on voit passer un petit peu des rumeurs de si vous stakez, vous pouvez avoir des airdrops. Et pour finir là-dessus, est-ce que là, on peut dire aujourd'hui que la tendance airdrop est plus forte que dans les cycles précédents ? Est-ce que ça risque d'être une narrative plus importante que ce qu'elle n'était dans les précédents cycles ? C'est certain qu'elle est beaucoup plus forte, puisque les principaux airdrops qui ont eu lieu en 2021 lors du précédent cycle, ils étaient très espacés. Alors il y en a eu des très gros, DYDX, Uniswap, Paraswap, etc. Mais là, vraiment, on attend déjà toute la sortie des solutions de seconde couche d'Ethereum qu'on appelle les ZK Rollup, Linea, Scroll, Starknet, ZK Sync, où il y a beaucoup de rumeurs d'airdrop. Rien n'est confirmé, bien sûr, dans tout ce que je dis, rien n'est confirmé, ce sont que des rumeurs. Mais voilà, on attend cela depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui pourraient arriver et il y en a de plus en plus qui pourraient décider de fonctionner comme Celestia en se disant, on va inciter les gens à venir utiliser notre réseau parce que s'ils le font, ils peuvent être récompensés par d'autres projets et ça crée en fait une espèce de boucle où tout le monde est incentivé à venir contribuer au réseau. Évidemment, une boucle qui prendra fin à un moment donné pour Celestia, à un moment donné où on arrêtera d'avoir des airdrops et où les gens retireront leurs cryptos, y vendront et ça impactera le prix. Bien sûr, c'est une tendance qui s'arrêtera à un moment donné, c'est certain. Eh bien, on va suivre cette tendance, Lilian, cette année. Frédéric Chenet, je rappelle, fondateur et CEO de Crypto Blockchain Industry. Avec vous, comme on l'a dit précédemment, on va parler du gaming, mais pas n'importe quel gaming, le gaming dans le Web 3. Donc, il faut savoir que il y a à la fois les jeux dans le Web 2 et à la fois les jeux dans le Web 3. Vous allez nous expliquer les différences, mais d'abord qu'on comprenne bien ce qu'est Crypto Blockchain Industry. C'est quoi en fait vous développez des solutions dans les jeux vidéo, mais très axé Web3, c'est ça ? Vous ne faites pas que du jeu vidéo d'ailleurs. Donc, oui. Crypto Blockchain Industry, donc c'est une société qui est cotée sur Euronext. Je crois qu'on est une des seules dans le domaine d'activité. On travaille sur la blockchain, on travaille sur les cryptos. C'est effectivement un véhicule d'investissement qui permet d'avoir une exposition sur Bitcoin, sur Ethereum et autres crypto-devises dont on parlait. Donc ce qu'on fait, on travaille nous on a créé une plateforme, on a un studio interne qui a permis de développer une plateforme complète de développement de monde virtuel pour les jeux, mais pas nécessairement des jeux. Et ça peut aussi, on travaille avec des clubs de foot, on travaille avec des sociétés qui, elles, veulent définir et avoir une expérience, je dirais, en 3 dimensions, dans un monde ouvert. Je dirais, la prochaine évolution, on parlait des métaverses à l'époque, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça continue. C'est pas parce qu'on n'en parle plus que c'est mort. On a effectivement, on pourra peut-être voir quelques vidéos à la fin, on a aujourd'hui des expériences qui sont assez uniques. Oui, on en parlera du métaverse juste après, parce qu'effectivement, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur cette tendance dont on n'a pas beaucoup parlé il y a quelques temps et dont effectivement on parle moins aujourd'hui. Vous allez nous dire tout ça. Mais là, la différence entre un jeu Web 2 et un jeu Web 3, c'est quoi ? C'est que dans un jeu Web 3, on peut avoir un titre de propriété réel sur certains actifs, certaines choses du jeu. En résumé, oui. Donc, ce qu'il faut bien voir déjà, c'est que
l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie énorme. Je veux dire, aujourd'hui, on dépasse largement le cinéma, on dépasse la musique. C'est une industrie qui a encore des gros facteurs de croissance. Ne serait-ce qu'il y a encore plein de gens dans beaucoup de pays qui ne jouent pas encore. Les femmes jouent encore moins que les hommes. On a de nouvelles plateformes qui arrivent et on a encore une tranche de la population qui, on va dire, pour caricaturer, de 45 à 60 ans. Parce que les grands-parents jouent plus pour connecter avec les petits-enfants. Un marché déjà important, mais qui a un gros potentiel de croissance. Il y a une croissance exponentielle et il y a encore des facteurs de croissance. Donc là, aujourd'hui, on a des jeux en Web 3, 3.0. En fait, la différence, c'est quoi ? Dans un jeu traditionnel, on n'est pas nécessairement propriétaire d'un des actifs, d'une armure, d'une maison qu'on a pu créer. Avec le Web3, le joueur devient vraiment propriétaire de cet actif et il peut le transférer dans un autre monde. Donc, par exemple, j'achète un maillot pour mon avatar, je peux le prendre dans un monde virtuel et je peux l'emmener dans un autre monde. Donc il y a vraiment un sens d'appropriation. La deuxième chose, c'est que j'ai une meilleure valorisation de mon expertise, de ce que je fais, parce que dès lors que ces objets m'appartiennent, je peux les revendre. L'économie de vente de jeux digitaux est énorme. Okay, donc on a des gens qui achètent des places de cinéma, des livres. Voilà, les gens achètent simplement un élément dans un jeu vidéo parce qu'ils n'ont pas le temps d'y aller, parce qu'ils n'ont pas le temps, comment dirais-je, de passer les 10 heures, 15 heures, mais ils veulent continuer à jouer avec leurs amis. Donc il y a toute une économie aujourd'hui de gens qui, en fait, peuvent vendre des actifs en microtransactions dans les jeux. Aussi, hein, on peut créer un lien avec le monde réel aussi, finalement. Alors, et après, on a effectivement, une fois qu'on a ce lien, cet objet, comment dirais-je, dans son portefeuille de propriété, on a effectivement un lien entre l'objet digital et l'objet réel. C'est pas uniquement vrai dans les jeux. On a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises dans le domaine du luxe, par exemple, qui font un lien entre l'objet réel, le sac par exemple, et le sac virtuel, ne serait-ce que pour l'authentification. À partir du moment où j'ai le sac avec un certain numéro et que j'ai l'objet digital avec le même numéro, ça veut dire non seulement que le sac m'appartient, mais surtout qu'il est unique, qu'il est bien authentique. Et donc, vous verrez, ça n'arrive pas aujourd'hui, mais je pense que la tendance va être au fur et à mesure de transférer à la fois l'objet physique et son authentification. Donc ça existe aussi dans les jeux vidéo. Et on a aussi un autre élément qui est très très important dans le domaine des jeux vidéo, c'est la compétition. Et donc vous avez aujourd'hui dans beaucoup de jeux, notamment nous on est très investis dans un projet avec Chain Games. Il y a un token, le Chain, dont on en a une part importante, mais ce système qui est approuvé d'ailleurs par les plus grands développeurs et les plus grands, comment dirais-je, moteurs de jeux au monde, à savoir Unity, vous permet, sur un jeu donné, quelqu'un met un autre met un, le gagnant de la petite séance de jeu va partir avec un 90 et la plateforme va garder 10 centimes. Donc tout ça, ce sont des systèmes qui sont automatisés et qui en fait favorisent l'émergence de nouveaux modes de jeu. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que là, lorsque je disais que je peux avoir un objet dans un jeu 3.0 et l'amener dans un autre jeu 3.0, on voit par exemple qu'avec Call of Duty, celui qui est sorti l'année dernière, les objets, les armes qui avaient été accumulées par un joueur dans la version précédente transfert d'un jeu peuvent être transférés des armes. Alors, c'est pas sur la blockchain, mais c'est bien une reconnaissance de l'utilité et la validation de ce type de propriété, parce que ça donne une appropriation et un lien plus fort avec le jeu. Donc là, il y a des jeux qui sont créés et ce sont déjà des jeux Web3. Est-ce que déjà dans ces jeux, il y a des tendances qui se distinguent en particulier? Alors, on voit effectivement qu'il y a quelques grandes tendances. D'abord, il y a aujourd'hui une zone géographique, l'Asie, qui est largement en avance sur les autres zones, sur l'utilisation de ces jeux. Est-ce que c'est un phénomène culturel? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des développeurs? Il y a toute une série d'éléments qui font qu'en tout cas l'Asie aujourd'hui est vraiment celle qui donne les tendances. On voit ensuite que de plus en plus, il faut que derrière, je dirais, une collection de cartes de NFT, il faut qu'il y ait un vrai jeu. Il faut qu'il y ait le moment où on collectionnait les cartes, je pense, est un peu dépassé. Il faut qu'il y ait soit un jeu derrière, il faut qu'il y ait un cas d'usage, ou un avantage dans la vie réelle. Donc, par exemple, nous, on travaille avec les clubs de foot, Real Betis, Real Sociedad. Donc, on leur crée des mondes virtuels. Effectivement, à partir du moment où j'ai une carte dans ce monde, ça me donne aussi accès à des maillots gratuits ou une visite du stade un petit peu exceptionnelle ou la possibilité de gagner des places dans le match. Donc,
ou de rencontrer des joueurs. Donc on voit qu'il faut qu'il y ait une utilisation et un avantage dans la vie réelle, mais c'est ça qui fait tout l'intérêt derrière, et c'est ça qui donne aussi véritablement le potentiel de croissance. Les jeux qui vont marcher demain, c'est ces jeux qui ont un cas d'usage concret. Et après, ce qui est intéressant, c'est les jeux Web 2 qui existent déjà, donc les jeux qu'on connaît, vous avez cité Call of Duty entre autres. Est-ce que ces jeux-là, ils vont tendre vers ils vont devenir au final des jeux Web 3 ? Est-ce que c'est une tendance qu'on voit déjà et qui risque d'arriver ? Alors, mon avis personnel, la réponse est oui. On va avoir, je pense, quelques bonnes révélations ou mauvaises révélations. En tout cas, on va avoir des confirmations de ces tendances, notamment avec GTA 6, puisqu'il y a toute aujourd'hui une discussion à savoir est-ce qu'il y aura blockchain, pas blockchain, NFT, pas NFT dans le monstre qui arrive en 2025, donc c'est demain quasiment, qui est GTA 6. Pour l'instant, j'ai regardé un petit peu, notamment là, avant cette réunion, j'ai regardé quels étaient les derniers éléments. Bon, les gens sont un petit peu... Moi, j'ai aucune information privilégiée là-dessus. Je vois simplement qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet de discussion, on verra bien. En tout cas, la tendance est clairement, je dirais, pour une intégration de la blockchain, ou en tout cas de mécanismes qui reflètent la blockchain, ne serait-ce que la capacité de transférer d'un jeu à un autre. Alors, il faudra que ce soit le même jeu, le même éditeur, parce que la différence, donc blockchain 3.0, c'est qu'on peut aller d'un éditeur A dans un monde vers un éditeur B. Nous, on vend des maillots, par exemple, du Porto, parce que le club de Champions League, on travaille aussi avec le FC Porto. On vendra des maillots du FC Porto, mais ces maillots pourront être utilisés dans d'autres jeux qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et le métavers, justement, parce que je crois qu'une de vos dernières actualités, on va dire, c'est que vous allez sortir un jeu de football, mais dans un monde... dans un métavers, un monde. C'est un monde réel, en 3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est concrètement ? Oui, tout à fait. Donc c'est un monde en 3D. D'ailleurs, on voit quelques images là. C'est un monde en 3D, totalement ouvert, où on a recréé la ville. Donc on a recréé Séville. Là, c'est une autre ville, mais on a recréé Séville, on a recréé Porto, on a recréé San Sébastien. Donc, et on recrée les stades. On recrée donc un environnement complet pour permettre aux fans de venir, aux clubs de diffuser toutes les actualités, parce qu'aujourd'hui, le club a un site web, il a un réseau Twitter et il a un compte Instagram. Là, il y a 50 chaînes de télé, 100 chaînes de télé, puisqu'on met des écrans partout et on recrée le stade. Donc là, vous recréez dans un autre monde totalement l'environnement, un monde réel. Alors, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et c'est pour ça que les clubs de foot adorent, c'est que aujourd'hui, les clubs sont un peu limités. C'est-à-dire que le stade a une certaine capacité, donc avoir notamment avec les fans, les socios, avoir une activité ou leur permettre un accès au stade n'est pas toujours garanti. Et donc avec ce monde, je dirais digital, ça leur permet de créer aussi une nouvelle catégorie de fans. Donc ça fait un peu ce qu'on crée, notamment ces stades, sont plus des passeports digitaux. Et c'est en ce sens que, si vous voulez, l'intérêt de l'expérience et aussi l'intérêt des clubs, c'est d'avoir une nouvelle expérience, d'aller connecter et atteindre les fans qui ne sont pas nécessairement dans la ville. Voilà, donc, une expérience immersive sans forcément y être et sans limite de place. Des clubs français ou des clubs italiens, vous avez des fans dans le monde entier. Et donc c'est ce qu'on fait avec CBI. Et donc on travaille sur ces mondes. On a toute une série de produits. On a donc aussi des portefeuilles de crypto qui, depuis le 30 septembre, ont pris plusieurs millions de dollars, je dirais, de revalorisation. Donc on est une société cotée. On a nos comptes sont disponibles sur le site web. Et pour l'instant, donc on continue. Donc il y a le football, mais après c'est en fait tous les outils. C'est une plateforme que nous avons, et tous ces outils peuvent être aussi et sont appliqués à d'autres univers, notamment la musique, notamment la photographie. Et pour ça, vous passez notamment beaucoup par le métavers. Le métavers, messieurs, c'est vrai qu'on en parle moins depuis ces derniers mois, alors qu'on en parlait beaucoup. Lilian, est-ce que vous avez un avis là-dessus, sur le fait qu'on en parle moins ? C'est-à-dire, pour vous, c'est quoi ? C'est une narrative dont on a beaucoup parlé à un moment et qui finalement est passée ? Ou alors c'est juste, voilà, on est en bear market, on en parle moins et derrière, la narrative va reprendre, entre guillemets. Alors, je pense que c'est un petit peu comme les NFT, ça a été un des éléments de tout cet écosystème crypto qui a un petit peu percé au-delà de l'écosystème, justement. C'est aller toucher des grandes stars, voilà, des gens qui ne connaissaient pas forcément les cryptos auparavant. Et Metaverse, ça a été un petit peu pareil avec l'arrivée justement de Meta, Facebook qui se renomme en Meta, qui annonce vouloir vraiment investir massivement là-dedans. Ça a mis en lumière tout ce domaine du métavers. Et puis, on a rapidement réalisé que ça demandait quand même un petit peu de travail avant d'atteindre ces objectifs qui étaient mis en avant par des projets comme Meta. Après, il y a des éléments comme
le casque de pseudo-réalité virtuelle qui a été sorti récemment par Apple. Voilà, on en a C'est parlé des hier, étapes sur les supplémentaires. chaînes, notamment dans Pour moi, Tech ce sont des étapes supplémentaires qui font qu'à un moment donné, on arrivera justement à pouvoir rajouter une couche supérieure d'immersivité dans ces mondes. Et je pense que dans les années à venir, ça viendra. Il nous reste quelques secondes. Frédéric, un avis sur le métavers. Je sens peut-être qu'il faut être patient, c'est ça? Non, mais je pense que les gens confondent ce qui est la blockchain, la technologie qui est déjà là dans la finance, qui est déjà là dans l'industrie, Oui, qui a est déjà là dans des les jeux cas d'usage vidéo, donc il y a déjà concrète. Et puis, il y a quelques tokens, donc le token étant cette crypto-monnaie qui est nécessaire pour fonctionner sur la blockchain, parce qu'on ne peut pas utiliser les devises traditionnelles. Donc, je crois qu'il y a une confusion entre d'un côté la technologie et les tokens. Le token baisse, ça veut dire que la technologie ne serait pas bonne. Je pense que c'est une erreur. La technologie est là depuis de nombreuses années, elle va rester, elle sera de plus en plus présente. Les expériences seront, comment dirais-je, inventées aussi au fur et à mesure. On parle de casques virtuels, il y a aussi des expériences sans casque virtuel. On verra d'autres applications pour les charités. On va suivre tout ça. Quand est-ce que sort le jeu? Donc là, on sort sur le trimestre, là, le premier trimestre. Donc on a déjà commencé le marketing avec les clubs de football. Très bien, vous l'avez vu un petit peu en télé si vous nous suivez à la télé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Frédéric Chénet, fondateur et CEO du coup de Crypto Blockchain Industrie, et Lilian Léa, journaliste chez Cryptost. Merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.